Maintenant, nous allons entendre Karine Boulanger, ingénieure de recherche au centre André Chastel, qui va aborder la collégiale sous un autre angle, celui du vitrail et en particulier des éléments conservés au musée de Dreux. Merci. Alors, c'est là où mes limites techniques apparaissent de la façon la plus crue. Comment puis-je accéder à mon PowerPoint ? Je vais peut-être réussir à me dépatouiller toute seule. Je n'arrive pas à le trouver, en fait. Allez-y. Peut-être pouvez-vous commencer néanmoins pendant qu'on cherche. Oui. C'est bon, on y arrive. Donc en 1938, Yves Delaporte signala dans le bulletin monumental la découverte en cours de restauration de nombreux éléments du XIIIe siècle, situés dans plusieurs tympans des baies hautes du côté sud de la nef de Saint-Pierre de Dreux. Non, ça n'apparaît pas à l'écran. Je suis vraiment désolée. Donc dans la nef de Saint-Pierre de Dreux. Ces éléments étaient accompagnés de plusieurs autres éléments du XIVe siècle, des fragments de grisaille et des fragments d'une bordure avec des apôtres, ainsi que d'une annonciation en bonne partie du XVe siècle. Tout ceci a quitté définitivement l'édifice, donc dans les années 30. Je m'arrête 2 secondes parce que là j'aurais vraiment besoin des images. Merci Irène. Merci beaucoup. Donc, ces éléments découverts en 1938 ont quitté le Saint-Pierre de Dreux, où ils se trouvaient jusque-là, à ce moment-là. Alors, en plus de ces fragments que je viens de citer du XIIIe, XIVe et XVe, on avait aussi les restes d'un décor de fleurs de lys de l'époque moderne, entassés dans le tympan de la dernière travée de la nef. Ces fleurs de lys restèrent en place jusqu'au début des années 70, mais ne sont plus exposées actuellement. Les fragments du XIIIe siècle et ceux qui sont un peu plus tardifs, extraits de la nef de Saint-Pierre en 1938, ont été restaurés par l'atelier Lorrain de Chartres, qui a complété les lacunes, changé quelques pièces et refait la mise en plomb. Et quelques fragments présentent encore une mise en plomb médiévale, alors très peu, mais on devine sur ces clichés de 1938, pour le panneau de droite qui vient d'une histoire de Saint-Jacques, que le réseau de plomb était encore un réseau de plomb médiéval. Un panneau fut envoyé en 1939 à New York pour l'exposition universelle. Ce sont donc des éléments qui sont bien connus des spécialistes, mais vraiment dans un petit cercle restreint. L'ensemble est resté chez Lorrain, le restaurateur, mais aussi à Champs-sur-Marne jusqu'en 1976. Et en 1976, la très grande majorité des fragments fut présentée au musée de Dreux, où ils se trouvent encore. Il n'y en a que 3 en réserve. Le musée a mis sur son site les photos de tous ces fragments. J'ai donc pioché ces vues d'ensemble sur le site. Et j'en profite pour remercier chaleureusement Clémence Poupin, Élodie Riby et les équipes du musée qui ont eu la gentillesse de m'ouvrir leurs portes et de faciliter mon travail, et notamment une critique d'authenticité pour déterminer ce qui est bien du XIIIe siècle, ce qui est en place et ce qui ne l'est pas. Alors avant de parler de la provenance des fragments, il fallait procéder à leur étude et à des reconstitutions pour mieux comprendre l'environnement architectural pour lequel ils avaient été conçus, c'est-à-dire l'allure des fenêtres. L'analyse et les reconstitutions que je vais vous présenter, qui plairont à ceux d'entre vous qui sont restés jeunes d'esprit et qui aiment les puzzles, eh bien, ces reconstitutions présentent de grandes limites qui sont dues au sort de ces fragments redécoupés, recomposés, pour entrer dans les ouvertures de tympans flamboyants dans l'église Saint-Pierre. Yves Delaporte, en 1938, avait identifié plusieurs sujets parmi les éléments les mieux conservés. Et en 1972-1973, Véronique David, de ce nom de jeune fille Moréchamp, fit une excellente maîtrise sur ces panneaux sous la direction de Louis Grodecki. Donc je reprendrai une partie de ses conclusions d'ailleurs, et je remercie Véronique de m'avoir communiqué son travail qui était resté largement inédit et inaccessible. Suite à cette maîtrise, le recensement des vitraux des régions Centre et Pays de la Loire du Corpus Vitraearum
a réparti les fragments en 5 séries principales. Mais en réalité, ce ne sont pas 5 séries, mais 7 et plus séries et décors différents aux thèmes que l'on peut bien identifier, que l'on peut examiner aujourd'hui et qui proviennent donc d'au moins, je dis bien au moins, 7 fenêtres différentes. C'est un ensemble considérable. Il y a des éléments qui proviennent de vitraux supplémentaires, mais je n'ai pas encore réussi à identifier les sujets pour l'instant. Donc je vous propose que nous regardions ensemble ces ensembles, oui, en commençant par des fragments provenant sans aucun doute de verrières basses, étant donné la petite échelle des scènes et des figures. L'Enfance du Christ représente la série la plus complète et la mieux conservée. Elle conserve une partie de ses ornements qui étaient cousus au médaillon. Ces médaillons étaient quadrilobés, posés sur un axe horizontal, c'est-à-dire assis sur 2 lobes, cernés d'un ruban rouge et d'un filet blanc perlé. Les médaillons étaient posés sur un fond de mosaïque à résille orthogonale. C'étaient des panneaux quadrangulaires d'environ 50 cm de côté, maintenus par des barlotières droites. On avait certainement 2 médaillons par registre, peut-être avec des bordures. Alors, étant donné le sujet, l'Enfance du Christ, dont on connaît les épisodes obligatoires et ce qu'il reste du vitrail, on peut restituer 7 registres figurés. On conserve des éléments de 9 scènes. L'Annonciation, oui, qui a été presque entièrement refaite au XVe siècle, mais qui présente encore, alors, autre challenge technologique, ici, l'amorce de la découpe du médaillon quadrilobé, encore en place. Donc cette Annonciation du XVe, eh bien, c'est une restauration XVe d'un vitrail plus ancien. Donc Annonciation, le voyage des mages, l'annonce au berger, les mages devant Hérode sur 2 médaillons, l'adoration des mages, le sommeil des mages et leur départ, puis la chute des idoles. Il doit donc nous manquer la visitation qui suit l'Annonciation, la nativité, le massacre des innocents sans doute sur 2 médaillons et la fuite en Égypte qui précède la chute des idoles. Donc nous possédons en tout 14 fragments de ce vitrail, mais malheureusement certains de ces fragments ne peuvent pas être situés précisément dans une reconstitution, ils sont vraiment trop lacunaires. Cette verrière avait donc 7 registres figurés sur environ 1 mètre de large, 1,30 m si on restitue des bordures fines, et sur 3,50 m à 4 mètres maximum de haut. Deuxième ensemble, une vie de Saint Jacques le Majeur, lacunaire mais avec des éléments caractéristiques, 3 médaillons figurés et un fer-maillet avec un décor de coquilles. Le fer-maillet, c'est juste cette petite broche qui sert à lier visuellement des panneaux ou des scènes figurées. Le traitement de certaines scènes, cependant, n'est pas commun. L'identification repose sur 3 éléments. La représentation du saint qui est vêtu d'une tunique, d'un manteau et avec les pieds nus, qui le désigne comme un apôtre. Le fer-maillet qui ne peut que provenir d'une verrière de Saint Jacques le Majeur. Et la scène au centre du scribe Josias qui est baptisé sur le chemin du martyr. Lorsque Saint Jacques va être martyrisé, il baptise le scribe. 2 autres scènes peuvent être rapprochées de celle-ci. On y retrouve le même personnage de toute évidence. Dans l'une de ces scènes, à droite, le personnage va recevoir le martyr. Dans l'autre, eh bien, il se détourne d'un autel, bénit un grand linge qui est tenu par 2 anges. Il y en a bien 2, malgré l'état du vitrail permet difficilement de le voir, en présence d'un homme qui se lamente juste à côté. Cette scène, au traitement qui est peu commun, est la traduction de l'envoi d'un linge appartenant à Saint Jacques, à Philétus, pour le sauver des sortilèges de son maître, le mage Hermogène. Donc des médaillons circulaires qui ont conservé leur encadrement rouge et blanc, des médaillons très petits, une trentaine de centimètres de diamètre seulement, sans doute posés sur un fond ornemental, mais il n'en reste rien. Le petit fer-maillet est d'une échelle aussi réduite, puisqu'il ne mesure qu'une dizaine de centimètres de diamètre. Étant donné la petite échelle des compositions, eh bien, on était certainement sur une toute petite ouverture, au maximum d'1 mètre de large. 3e ensemble qui n'est connu que par un seul panneau, un ensemble sur la vie et les miracles de Saint Nicolas. Alors le panneau présente encore une inscription qui est en place, qui nomme le saint qui est représenté à droite. Il illustre le miracle du débiteur malhonnête,
donc un chrétien qui a juré sur l'autel de Saint-Nicolas qu'il va rendre l'argent qu'il a emprunté à un juif. Et là, dans la deuxième partie, eh bien, il essaye d'arnaquer son créancier. En fait, il dissimule l'argent dans un bâton creux, s'appuie dessus et il va jurer sur l'autel de Saint-Nicolas qu'il a rendu le bâton, tout simplement en le donnant au préalable à son créancier. Évidemment, il sera châtié ensuite. Ici, en lieu en place d'une statue ou d'un autel, on a représenté le saint lui-même. Pour ce récit, on est sur le module de l'enfance du Christ, donc des panneaux d'une cinquantaine de centimètres de côté, quadrangulaires. Malheureusement, on ne sait pas du tout quelle était la forme des médaillons, ni à quoi ressemblait l'entourage ornemental. Quatrième ensemble, une histoire de Théophile, connue par 2 médaillons qui appartiennent à la fin de la légende, la Vierge qui arrache le pacte des mains du diable et puis qui le rend au diacre. On est sur le même module que le vitrail de Saint-Jacques, des médaillons circulaires très petits, 30 cm de diamètre maximum, si on restitue 2 filets tout autour, ce qui est classique au XIIIe siècle. Il ne reste rien des parties ornementales. Enfin, 5e élément provenant de parties basses, une vie de Saint-Eustache qui, là, est très facile à identifier, avec 3 scènes caractéristiques. La première à gauche représente la chasse de Placide et l'apparition de la croix. Ici, on y a substitué le buste du Christ entre les bois du cerf. C'est d'ailleurs une iconographie qui se réfère à celle qui est développée à Chartres dans l'histoire de Saint-Eustache. Ensuite, le baptême de Placide avec sa femme qui tient ses 2 fils devant elle. Et enfin, l'exil de Saint-Eustache et le moment où le capitaine du bateau le fait sortir de l'embarcation avec ses fils et garde à bord la femme de Saint-Eustache. Donc des médaillons qui étaient certainement circulaires à l'origine, plus grands que ceux de Saint-Jacques et de Théophile. On est sans doute sur un module proche de l'enfance du Christ et de la vie de Saint-Nicolas. Oublier le filet jaune autour de la chasse de Saint-Placide, c'est un ajout moderne pour la présentation à New York en 1939. Donc aucun indice sur l'encadrement ornemental. À ces 5 verrières que nous venons d'évoquer, il faut ajouter plusieurs scènes que je n'ai pas encore pu identifier. Je vous les mets ici. Donc à droite, un homme allongé, une femme tenant un bâton avec une besace en bandoulière, et puis un homme sur le chemin du martyr. Ces 3 éléments sont du module des histoires de Saint-Jacques et de Théophile, très petits. Et à côté, à gauche, vous avez un homme qui donne un ordre et 2 autres hommes qui avancent, dont l'un tient le poignet de l'autre. Là, on est sur des modules qui sont proches de l'enfance du Christ. Nous avons aussi de nombreux ornements dont l'échelle permet de les lier avec des baies de petite taille et qui sont dispersés, et notamment 2 bordures. Alors 2 bordures qui sont extrêmement fines, une douzaine de centimètres de large, ce qui implique qu'elles viennent de baies basses et surtout qu'elles étaient cousues aux parties figurées. Donc elles en sont détachées actuellement. L'étude que je vous ai proposée de ces fragments montre qu'il s'agit de restes de baies basses, étant donné l'échelle d'exécution, et de baies assez petites, sans doute avec 2 modules de fenêtres. L'enfance du Christ est le seul vitrail que nous arrivons à constituer, avec une hauteur qui atteint au maximum 4 mètres. Pour la largeur, 1 mètre, 1,30 m si on imagine des bordures de ce type autour de chaque vitrail. Alors nous avons aussi des fragments qui proviennent de baies plus grandes, en tous les cas bien plus larges, étant donné la taille des fragments subsistants. Une baie de l'arbre de Jessé, connue par 8 fragments de plus ou moins grande taille. On y trouve 5 prophètes, la plupart qui se répartissaient du côté gauche de l'ouverture, tous posés sur un fond rouge. 2 prophètes sont identifiables, Enoch qui a une inscription, alors la figure a été retournée, et puis Moïse, dont l'iconographie permet de le reconnaître aisément. Ils étaient disposés dans des médaillons en demi-cercle, encadrés de filets bleus et blancs, posés sur un fond de mosaïque à réseau losangé. C'étaient des panneaux assez grands, 80 cm de haut, sur une trentaine de centimètres de large. Il ne reste rien de la partie centrale, quasi rien. Il faut imaginer en bas Jessé, puis un certain nombre de rois, la Vierge et enfin le Christ. Et en fait, il ne reste que le visage du Christ. Donc je reviens juste en arrière. Non, c'était un bon essai, mais je ne reviendrai pas en arrière. Donc il nous reste le visage du Christ, qui est un très très beau morceau de peinture. Et le Christ est entouré classiquement des 7 dons du Saint-Esprit sous la forme de colombes. Chaque colombe étant placée dans un cercle jaune qui se plaçait à l'extrémité des feuillages de l'arbre au sommet duquel se trouvait le Christ. On a en fait encore cousu
au cercle jaune la fin des branches de l'arbre. Étant donné la taille des panneaux latéraux, on peut restituer une ouverture d'1,50 m de large sur au moins 4 mètres de haut, puisqu'on avait au moins 5 registres figurés, peut-être plus. D'autres éléments figurés et ornementaux proviennent eux aussi de grandes baies. 2 anges qui devaient couronner une verrière qui était sans doute coiffée d'une architecture, puisqu'on a les amorces de l'arcade de chaque côté. Alors j'ai dessiné très grossièrement une arcade trilobée, qui est assez vraisemblable pour cette époque. L'échelle de ces anges pointe là aussi sur des panneaux de 80 cm de haut sur une trentaine de centimètres de large, donc c'est le même module que l'arbre de Jessé. On a aussi un soldat coupé en deux, un soldat assis peut-être venant d'une scène de la résurrection du Christ, 2 têtes d'hommes et puis des éléments ornementaux de grande taille, donc qui viennent là aussi de grandes ouvertures. Enfin, je citerai un dernier ensemble dont les fragments sont dispersés un peu partout et dont je n'arrive toujours pas à restituer le schéma primitif complet. C'est une grisaille. Alors, il y a 2 grisailles qui sont conservées dans ces fragments au musée de Dreux. Il y a une grisaille du XIVe dont je ne parle pas, et cette grisaille qui est bel et bien du XIIIe siècle, avec un décor de palmettes sur fond de cage à mouches, un schéma géométrique et des cabochons héraldiques à décor de Castille d'or sur champ de gueule. Donc un décor qui, dans les années, on le verra, 1220-1230, a vraiment une valeur héraldique. Ce n'est pas du tout un décor ornemental. Pour ce qui est de la datation, même en dehors de tout élément contextuel précis, eh bien c'est une datation qui est facile à établir. On est dans les années 1220-1230, avec des drapés encore très fluides qui se simplifient, d'autres drapés qui commencent à prendre plus de volume et traités de manière en épingle, qui est caractéristique du XIIIe, des visages aux traits assez harmonieux. Donc on est vraiment dans la mouvance un peu classicisante qui est héritée du style 1200 et qui perdure en réalité très longtemps dans le XIIIe siècle, jusque dans les années 1230. L'étude de ces fragments, en dépit de leur état parfois épouvantable, qui est dû à l'obscurcissement des verres et à la perte de la peinture, montre l'intervention de 3 ateliers différents. Le plus important, en nombre de fragments conservés, est celui qui a réalisé l'enfance du Christ, la vie de Saint-Jacques, celle de Saint-Eustache et les miracles de Saint-Nicolas. Il se distingue par une peinture encore assez classicisante pour les drapés. Regardez les creux du drapé d'Hérode ou encore de celui du Juif dans la scène du débiteur malhonnête, mais qui tend déjà à se simplifier. La grisaille, c'est-à-dire la peinture, est appliquée de manière extrêmement diluée, à tel point qu'elle forme des amas à la fin du trait de pinceau. Donc ces amas, vous les voyez bien sur le détail d'Hérode, dans les extrémités des mèches de cheveux, des barbes, des moustaches, dans les drapés, qui confèrent en fait un aspect un peu charbonneux à cette peinture. On est donc sur une peinture encore de style classicisant, héritière du style 1200. Alors en revanche, l'artiste qui a exécuté les panneaux de l'histoire de Théophile, ainsi que 2 têtes d'hommes de taille un peu plus grande pour une verrière plus grande, eh bien cet artiste-là ne s'est pas embarrassé de détails, même aucun détail du tout, avec une peinture qui est épaisse, appliquée sans véritable nuance. Nous avons quelques traits droits pour traduire les drapés, des plis en V emboîtés, des yeux globuleux, un nez retroussé et une petite bouche toute droite. Il n'y a aucune gradation des coups de pinceau et un lavis qui ne paraît même pas avoir été exploité. 3e ensemble dans cette série des fragments de Dreux, eh bien, l'artiste ou l'atelier qui a exécuté la très grande partie de l'arbre de Jessé et les 2 anges qui viennent d'un autre vitrail, eh bien, cet artiste se distingue au contraire par la qualité de son travail, toujours dans cette mouvance classicisante, avec des drapés encore fluides, mais traités de manière très différente. Vous voyez, ce sont des drapés, ce qu'on appelle des plis en épingle à cheveux en fait, qui sont toujours traités de la même manière, un trait fort doublé d'un trait fin, et presque débordant, pas tout à fait, mais presque. Les visages sont de la même qualité picturale, avec des sourcils épais soigneusement arqués, des yeux en amande, un nez très long et très fin, et les chevelures et barbes sont traitées en fines mèches ondulées. Donc au niveau du vocabulaire pictural, c'est vrai que comme l'atelier de l'enfance du Christ, on est dans cette mouvance classicisante. En revanche, la façon d'appliquer la peinture n'a absolument rien à voir. Ce ne sont pas du tout les mêmes artistes. Alors ce qui était intéressant dans ce vitrail de l'arbre de Jessé,
c'est qu'on trouve pour 2 prophètes, alors si ce ne sont pas des remplois, mais ces têtes me paraissent en place, eh bien on trouve l'intervention des 2 autres ateliers dans cet arbre de Jessé aussi. Pour la tête d'Enoch, eh bien cette tête a été faite par l'atelier de l'enfance du Christ. Et pour la tête du personnage que j'ai mis en bas à droite, eh bien là c'est l'atelier de Théophile. Donc, l'ensemble de ces fragments est homogène quant à la datation, la mise en œuvre, avec 2 séries qui correspondent à 2 tailles principales d'ouverture, et quant à la réalisation, puisque les 3 ateliers ont travaillé sur les petites et les grandes baies. Malheureusement, j'arrête tout de suite le suspense, comme mes prédécesseurs, je ne pourrais pas aller plus loin dans cette analyse stylistique. D'une part, je vous l'ai dit, ce style a perduré très longtemps dans le XIIIe siècle et sur beaucoup de chantiers au nord de la Loire. D'autre part, eh bien, nous sommes un petit peu coincés parce qu'il reste très peu de choses conservées de la production de vitraux sur Paris, l'Île-de-France et autour de cette région à cette période. Je peux vous citer des sites, évidemment, Donne-Marie en Montois, Brie-Comte-Robert, Jercy, Saint-Germain-les-Corbeilles, Bussy-Saint-Martin, mais rien ne colle avec ces fragments de Dreux. Évidemment, mon premier sentiment a été de regarder plus au sud, à peine 40 km au sud, Chartres, puisque Dreux dépendait aussi de Chartres. Et c'est vrai que cet arbre de Jessé a un petit air chartrain assez prononcé. Mais là encore, eh bien, je ne retrouve pas du tout les mains de ces artistes à la cathédrale de Chartres. Alors venons-en à la provenance. En 1938, Yves Delaporte évoquait 2 hypothèses. Soit ils provenaient de Saint-Pierre de Dreux, et ils auraient été remontés dans les baies hautes de la nef à une époque indéterminée, soit ils venaient d'ailleurs. Et Delaporte pensait déjà à la collégiale Saint-Étienne. Bien qu'il mentionne les 2 hypothèses, Grodecki penchait pour la première, Saint-Pierre de Dreux. Véronique David, et moi aussi, en revanche, nous nous prononçons pour la seconde hypothèse, Saint-Étienne. Alors les fragments du XIIIe et ceux du XIVe, dont je n'ai pas parlé dans cette intervention, étaient sans doute déjà remployés dans les baies hautes de Saint-Pierre au milieu du XIXe siècle. En effet, en 1859, Édouard Lefebvre a décrit les vitraux, notamment ceux de la nef, et il explique, alors il se tient en fait en regardant la façade, donc pour lui le côté gauche c'est le côté sud. Du côté gauche de la nef, le mal est plus grand encore. Les impostes des fenêtres ont seuls échappé au vandalisme, elles sont ornées les unes de fleurs de lys d'or sur fond d'azur, les autres de petits médaillons dont il est impossible de bien saisir les sujets. 2 éléments peuvent soutenir une provenance de Saint-Pierre. D'une part, la localisation des fragments au milieu du XIXe. On sait qu'on remployait fréquemment des éléments anciens d'un édifice pour combler des lacunes ailleurs. Et on a pu aussi réorganiser la vitrerie. Et à Saint-Pierre, on ne s'en est pas privé du tout, puisqu'on a réorganisé la vitrerie de la nef et du chœur au XVIIIe. D'autre part, autre élément important, eh bien, Saint-Pierre a été reconstruit au XIIIe siècle. Alors, il ne reste pas énormément de choses de cette époque dans l'église actuelle. Il reste le bras nord du transept, les parties basses des bas-côtés de la nef, une partie des structures du chœur. Mais l'histoire de l'édifice, en fait, me fait douter de cette provenance de Saint-Pierre, tout simplement parce que l'église a été très endommagée par le siège d'Henri V en 1421 et qu'on a dû reprendre une très grande partie du chœur dès 1424. Et après, on ne s'est pas arrêté. En fait, on n'a pas arrêté de faire des travaux de réaménagement, de reconstruction au XVe, au XVIe et jusqu'au XVIIe, où on a reconstruit le bras sud du transept. Et surtout, très important, c'est qu'en phase avec ces travaux de réaménagement et de reconstruction, eh ben, on a commandé de nouveaux vitraux. Donc, dans ces circonstances, j'ai du mal à imaginer que les verrières basses du XIIIe siècle, plus de 7 baies, donc un ensemble considérable, aient réussi à survivre à toutes ces reconstructions successives à partir du XVe. Alors, qu'en est-il de la deuxième hypothèse, la collégiale Saint-Étienne ? Donc, Philippe et Damien Bernier vous ont parlé de cette fondation très ancienne qui est reconstruite au milieu du XIIe siècle, achevée par Robert de Dreux, Robert Ier. Évidemment, difficulté, c'est que l'édifice a entièrement disparu, dévasté en 1793, endommagé par la chute du donjon ensuite, de la tour maîtresse, pardon. Il est vendu en 1798 et démoli immédiatement après. Alors on en conserve des plans, des vues de l'extérieur, des éléments éloquents de sculptures, des inscriptions. Et évidemment, il y a eu l'étude de l'architecture par Stephen Gardner en 1984.
Et comme vous l'ont démontré Philippe Plagneux et Damien Bernet, eh bien l'édifice montre des parentés plus que étonnantes, et je dirais en fait tout à fait logiques, avec la cathédrale de Fulbert de Chartres, puisque la collégiale Saint-Étienne dépendait de la cathédrale de Chartres. Donc il y a quand même une filiation qui est, sur le plan institutionnel, déjà importante. Donc cet édifice n'avait pas de transept, une nef à 8 travées bas-côtés, abside semi-circulaire, nous l'avons vu, déambulatoire, chapelle rayonnante, et 2 chapelles orientées supplémentaires. Je ne reviens pas là-dessus, ce qui nous fera gagner du temps, puisque Philippe Plagneux vient de nous en parler. 2 niveaux de fenêtres, fenêtre basse et fenêtre haute. Malheureusement, on ne connaît pas la taille des baies, ni tout à fait leur disposition, en particulier dans les chapelles. En tous les cas, nous savons qu'il y avait des baies qui ouvraient directement sur le déambulatoire entre chaque chapelle. L'emprise du chœur liturgique, qui est matérialisée sur le plan du XVIIIe et reprise sur le plan du XIXe, montre qu'il se faisait sur les 4 derniers travées de la nef et l'abside. Les vocables des chapelles et des autels sont connus par une liste de 1692, le Pouillet de 1738 et ce plan. Donc, la chapelle nord servait de sacristie, la chapelle d'axe était consacrée à la Vierge, la chapelle rayonnante côté nord dédiée à Blaise et celle côté sud à Saint-Jacques. Les reliques, conservées dans une armoire au fond du chœur, inventoriée en 1695, se trouvaient en accord avec les titulatures des chapelles et des autels. Alors, nous manquons de documents sur les vitraux de la cathédrale, de la collégiale, parce que non seulement elle est totalement disparue, mais en plus, les archives auraient été emportées par Henri V en Angleterre, puis auraient disparu dans un incendie ensuite. On sait que les vitraux ont été très endommagés lors des guerres de religion, puisqu'ils ont été réparés et complétés par François d'O en 1594, comme en témoignaient 2 inscriptions qui se trouvaient dans les vitraux du chœur. Alors, faut-il voir en la collégiale Saint-Étienne l'édifice d'origine des fragments du musée? La collégiale est bien plus ancienne que ces fragments de vitraux. Mais, tout de même, on note une concordance assez étroite entre le choix des saints retenus pour les vitraux et les vocables des autels. D'autre part, les reconstitutions que j'ai pu faire pour les vitraux suggèrent qu'ils viennent de petites ouvertures, de vraiment petites fenêtres, qui étaient peut-être plus proches de celles qu'avait pu posséder la collégiale romane que celle du XIIIe siècle à Saint-Pierre. Enfin, Denis Hayot et Philippe Bujac ont montré que le château a subi de très grands travaux dans le premier tiers du XIIIe siècle, sous Robert III en particulier. Alors on peut se demander si cette reprise du château ne s'est pas accompagnée de travaux à la collégiale. Et si l'on en croit des érudits du XIXe siècle, eh bien cette collégiale avant destruction présentait des armoiries de Robert III sur le banc des princes dans le chœur et au-dessus de l'un des portails. Les remplois d'œuvres d'un édifice à l'autre après la Révolution ont été fréquents, et cela n'a pas concerné que les éléments mobiliers, loin de là. Les vitraux déposés par un vitrier pouvaient lui servir, ensuite au gré de ses travaux ailleurs, à compléter des ensembles lacunaires. Et parfois, c'est la fabrique elle-même d'autres édifices qui pouvait aller racheter des vitraux d'édifices qui étaient désaffectés ou promis à la démolition. L'exemple le plus célèbre et bien connu par les textes, c'est la cathédrale de Tours, où les chanoines ont été achetés des vitraux du XIIIe siècle d'une église voisine. À Dreux, lors de la démolition de la collégiale, on a préservé une partie des chapiteaux sculptés. Ils ont rejoint des collections d'érudits, d'autres ont été déposés dans la crypte de la Nouvelle-Chapelle. L'un de ces chapiteaux, vous le savez, a servi longtemps de bénitier dans Saint-Pierre de Dreux, après avoir été récupéré auprès d'un particulier. Et on peut se demander si finalement les vitraux n'ont pas pris le même chemin, eux aussi, peu avant le milieu du XIXe siècle, après avoir été démontés en 1798. Merci de votre attention.